Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Hector, bonjour chers téléspectateurs. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Oumar, bonjour également aux téléspectateurs, bonjour à tous nos internautes qui partagent ces moments avec nous. Nous allons aller dans le vif du sujet, nous allons aborder plusieurs thèmes, si vous voulez. Je vous le dis en même temps, on va aborder plusieurs sujets. Nous parlerons par exemple de Trump qui a donc fait cette promesse et qui est en train de la mettre en œuvre. 102 citoyens, concitoyens vont rejoindre la terre natale au Bénin. On va en parler rapidement. On va parler de ce trucage de matériel de la part de ces commerçants. Certainement que vous allez les appeler véreux, non? Oui, bien sûr, qui donc truquent les balances et pour donc, voyez-vous comment ces gens sont malhonnêtes. On va en parler et nous allons aborder également cette sortie de la ministre, du ministre conseiller, c'est Claudine Afiavi Prudencio sur Eden TV, conseiller ministre qui s'occupe du secteur de la santé. On va finir par donc ce procès qui se déroule de l'autre côté à la Criette. Voilà. Oumar Adéanjou, on sait que vous avez quand même des compétences sur les questions internationales. Vous êtes assez cultivé, mais voilà qu'ils ne sont pas nombreux, 102 citoyens, c'est vrai. Ce n'est pas nombreux, mais ce n'est pas petit non plus, puisqu'en Afrique, ils ont dénombré plus de 40 000 immigrés sans papier, c'est bien cela. Mais à quoi cela retourne? Pourquoi aller sur la terre des autres et y rester sans papier? Voilà, c'est cela même la question. Je crois on en parle très souvent ici et c'est très compliqué de faire entendre raison à la plupart de nos concitoyens concernant donc cette immigration, enfin je crois cette émigration clandestine, on va dire, puisque c'est nous qui quittons pour aller rejoindre les gens là-bas. Et ça, le pire, c'est que ça se passe dans des conditions mais très compliquées, au prix même quelquefois de leur vie. Ils décident comme ça d'aller d'embarquer comme ça dans cette aventure qui est, c'est-à-dire qui ne promet pas forcément le bonheur qu'on espère. Parce que quoi, l'herbe n'est pas forcément verte ailleurs. Et ça, on l'a dit, on l'a répété, mais les gens ne comprennent pas toujours. Ils pensent que l'Eldorado rêvé, c'est forcément aller chez les autres, c'est comme s'il y avait un arbre sur lequel poussaient des arbres sur lesquels poussaient des billets de banque. C'est-à-dire, c'est incroyable. Le même travail peut-être qu'on va faire chez nous, on le fera, on va décider comme ça d'aller le faire là-bas. Et avec un investissement énorme, un investissement qui pourrait même nous permettre de démarrer une activité génératrice de revenus ici même chez nous au Bénin. Maintenant, chez notre confrère, ce qui a retenu mon attention par rapport à ceci, c'est Trump, il a dit quoi là déjà? Trump renvoie 102 citoyens de talons. Enfin, pourquoi de talons? Moi, je veux savoir. Pourquoi le confrère met de talons? C'est comme si l'objectif, c'est de poser mettre, Trump à talons. Voilà, c'est de tout mettre sur le dos du chef de l'État. Comme si le chef de l'État avait dit à quelqu'un, écoutez les gars, pour vous en sortir dans la vie maintenant, là, prenez la route comment on appelle, de l'exode, de l'exil, ou bien je ne sais pas moi, comment est-ce qu'on va appeler ça, voyager, aller dans les autres pays, aller dans les pays occidentaux pour aller vous chercher. Une chose est sûre, quand vous êtes installé illégalement quelque part, on a bien dit illégalement, quand c'est illégal, qu'est-ce que l'autorité fait? L'autorité fait tout pour amener de l'ordre. Absolument. Oui. Les États-Unis, c'est pas non plus, on ne vit pas dans l'anarchie là-bas. De la même manière, il y a des règles ici, c'est comme ça qu'il y a des règles là-bas. Qu'ils aillent comment on appelle, dans les institutions chargées d'accueillir des étrangers chez nous aussi, ils vont se rendre compte qu'il y a pas mal d'étrangers également chez nous, mais qui font des papiers. Moi, j'ai vécu toute ma vie à l'étranger. J'ai toujours fait des cartes de séjour. C'est comme ça. Depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je fais des cartes de séjour. Voilà, pour pouvoir être légalement dans ce pays-là. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es illégal et on va te renvoyer tôt ou tard de là. Donc moi, je pense que c'est la même situation et on doit faire comprendre ça à nos jeunes.
il faut faire attention. L'essentiel n'est pas de se retrouver en exil. Ce que tu penses pouvoir gagner là-bas, tu peux le gagner aussi. L'essentiel n'est pas de dire je vis dans tel pays. Non, c'est pas ça le plus important. Je suis dans tel pays. C'est de vivre avec la paix du cœur aussi, comme on dit chez nous. Voilà, vivre dans une certaine quiétude, sans avoir peur du lendemain, sans avoir peur de dire, voilà, d'ici demain, on va venir encore me prendre et me ramener au pays. C'est un échec. Puisque tu as promis à toute la famille que non, tu t'en vas aux États-Unis, c'est pour devenir riche. Et voilà maintenant qu'on les renvoie. Et le confrère essaie de mettre ça sur le dos du politique. Non, le politique n'a rien à voir dedans. Des citoyens de talent, c'est quoi? C'est qui les citoyens de talent? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Voilà. Et c'est ça, moi, qui m'écœure le plus dans ce titre-là. Pourquoi les citoyens du talent? C'est des Béninois qui sont envoyés chez eux. Disons-le, des Béninois envoyés à la maison. Pourquoi vouloir coller ça? Voilà. C'est tout ce qui me gêne vraiment dedans. Et par rapport donc à, comment on appelle, à cet exode auquel on assiste, où les gens risquent leur vie pour se retrouver en Occident, on l'a toujours dénoncé. Ce n'est pas une bonne chose. Laissez tomber. L'argent que vous investissez dedans, achetez un petit assis et commencez à rouler. Il y a des gens qui quittent tous les jours l'aéroport pour aller chez eux. On quitte tous les jours, le port de Cotonou pour aller à la maison. Il y a de quoi faire une activité génératrice de revenus chez nous également. L'essentiel est de faire preuve d'un peu de jugeote et de savoir que telle activité, si j'investis dedans, ça va pouvoir générer un peu de sous. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas en réalité? C'est les mêmes petits métiers qui sont ici aussi qu'ils vont faire là-bas. On me dira que c'est mieux payé là-bas. Mais de la même manière aussi que c'est mieux payé, c'est de la même manière que l'électricité est chère là-bas, que l'eau est très chère là-bas, que la vie coûte cher là-bas également. Donc ce qu'ils gagnent là-bas, ça correspond en fait à la vie là-bas. Vous voyez? Donc pour un homme qui veut vivre décemment, qui a envie de vivre comme cela se doit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir donc payer son loyer, payer son eau, payer son courant. Et finalement, il va lui rester quoi? Pour dire qu'il va jouer le riche finalement quand il va venir. Bon, c'est toujours la même situation. Et finalement, quelquefois, même certains partent et ils ne reviennent même plus. Et on ne sait même plus où il est passé, qu'est-ce qui s'est passé, il ne donne plus de nouvelles. Il laisse femme et enfant ici et il s'en va. Et voilà, puis tout le doigt, tout le monde. Voilà, parce que les promesses faites, il n'arrive pas à les honorer. Voilà. Hugues, Hector Zogo, Trump renvoie 102 citoyens de talent vers le Bénin. Oui, Oumar Rianjou n'est pas d'accord pour le fait qu'on ait rattaché cela au président Talon, mais ce ne sera pas sans conséquence lorsqu'on sait que des citoyens seront donc renvoyés des États-Unis, du pays de Trump, et qui vont atterrir à Cotonou. Il va falloir encore que le ministère des Affaires étrangères puisse être regardant. La prise en charge de ces personnes-là, c'est encore ici qu'on va en parler, Hugues Hector Zogo. D'abord, je ne partage pas cet avis de Oumar ce matin sur ce plateau. Moi, je lui dis bravo à l'équipe de cet organe qu'est le potentiel pour avoir sorti un titre ingénieux. Ah oui. Bien sûr. On dit Trump renvoie 102 citoyens de talent vers le Bénin. Il y a une interpellation. C'est une interpellation humaniste que le journalisme est en train de renvoyer aux politiques. Parce que les 102 citoyens dont on est en train de parler aujourd'hui, dans quelles conditions ils se retrouvent aux États-Unis? Il faut partir de là. Parce qu'ils ont été identifiés. On ne sait pas. On n'était pas informés avant le départ. Évidemment. Est-ce qu'ils ont informé le président Talon avant de partir? Est-ce que c'est parce que votre enfant aurait commis un dégât dans la société que dès qu'on revient vous en parler, tout de suite, vous vous lavez les mains pour dire « ce n'est pas mon enfant ». Il reste et demeure des citoyens béninois. Et la première autorité qui doit pouvoir assurer leur sécurité, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi fondamentale qui concède ce droit-là au président de la République. Et donc, quand le journaliste écrit « Trump renvoie 102 citoyens de talent vers le Bénin », c'est une façon de dire au chef de l'État « vous avez vos enfants ». Parce que même l'expression « père de la nation » qui parfois n'est pas acceptée par certains, c'est une expression légale. Donc, voilà 102 de vos enfants qui sont envoyés vers le Bénin. Ouais. On aurait pu envoyer ces 102 enfants-là vers l'Afrique tout entière. Mais ils ont insisté que les 102 citoyens, que ce sont des citoyens de talent, mais qui sont envoyés vers le Bénin. Alors, quand ils vont se retrouver au Bénin,
quel est l'accueil qui leur sera réservé? Vous ne voyez pas tout de suite la stigmatisation qui les attend. Il disait tout à l'heure dans ses interventions que c'est des citoyens qui sont partis pour réussir. Et que là, maintenant, c'est un échec total. Vous imaginez déjà la psychologie dans laquelle ces citoyens-là se retrouvent. Mais mesurez l'accueil qui leur aurait été réservé si c'était le chef de l'État qui prenait l'initiative de se rendre à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti pour dire, mes chers enfants, c'est vrai, vous étiez partis aux États-Unis. Mais sur le territoire béninois, j'ai tellement investi qu'au point où vous pouvez vous sentir heureux sur le sol béninois comme si vous étiez aux États-Unis. Parce que c'est vrai. Quand vous regardez un peu l'environnement sociétal dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, ce n'est pas le Bénin que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu plusieurs avancées significatives. C'est vrai qu'on se permet de dire parfois, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Mais il faut quand même qu'on ait le courage d'admettre que l'environnement dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est un environnement qui peut permettre aux citoyens béninois de ne plus pour autant rêver. Moi, je suis dans du factuel. Quitter l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti pour faire le boulevard, d'accord, qui passe devant le palais de la Marina et qui longe vers le port autonome de Cotonou pour tomber sur le pont. Quand vous prenez ce boulevard, que ce soit en journée ou dans la soirée, il y a une certaine fierté qui vous anime. La fierté de quoi? Mon pays est en reconstruction, mon pays est en chantier. Quel Béninois n'aurait pas eu le sentiment d'appartenance à sa patrie, de pouvoir se dire, ah si j'ai un pays en chantier, si nous sommes partis d'un constat assez criard qui ne nous donnait pas la possibilité de pouvoir rester effectivement sur notre territoire et de nous sentir fils du pays ou filles du pays, quel Béninois ne se retrouverait pas aujourd'hui à pouvoir se dire, il y a un effort qui se fait et par conséquent, je ne suis pas tenu d'aller ailleurs avant de bénéficier de tous ces privilèges. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y avait pas de voix que les gens sont partis? C'est d'autres motivations qui amènent les gens à sortir du pays? Évidemment, je suis très intéressé par la question. Je suis d'accord pour ce que vous dites parce qu'en fait, ils recherchent le mieux-être. Je suis très impressionné par votre question et je vais y répondre en disant ceci. L'enfant que vous mettez dans un environnement du marché, d'accord, du marché dans lequel se retrouvaient les bonnes dames, il y a quelques années, et l'enfant que vous mettez dans les mêmes marchés, aujourd'hui construits par le pouvoir en place, vous aurez forcément, quand vous leur présentez une situation, vous aurez différents résultats. Bon, je suis d'accord. C'est pour vous dire quoi? L'environnement, ce sont les politiques qui créent l'environnement. Ce sont les politiques qui, en fait, poussent leur population à réfléchir grand. Si vous avez des politiques qui n'arrivent pas à réfléchir grand, comment voulez-vous? Si vous êtes dans un marché où il y a la boue partout, ce matin, où vous devez marcher dans la boue, ce matin, par exemple, pour réfléchir, vous allez réfléchir à ce niveau-là. Mais quand vous êtes dans un marché où il y a la lumière, c'est même carrelé. Quand je prends le président Patrice Talon, on peut tout lui reprocher, hein, d'accord? Mais en fait, il incite ses concitoyens à se dire, ceux qui sont par exemple américains, n'ont pas à vivre une certaine fierté que nous, Béninois, nous ne pouvons pas vivre. C'est-à-dire que le citoyen américain, voyez-vous ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui? Avant qu'il ne soit élu, il en a déjà parlé. Il dit qu'il va restaurer l'image des États-Unis d'Amérique. Et restaurer l'image des États-Unis d'Amérique, c'est de ne plus permettre à n'importe quel citoyen de venir sur le sol américain. C'est de la même manière que le politique... De manière illégale. Oui, de manière illégale, naturellement. C'est de la même manière que le politique, Patrice Talon, que je prends aujourd'hui, qui se retrouve à la tête de notre pays, quand il disait, il y a quelques années en arrière, que dès qu'il sera élu président de la République, il va travailler sur des leviers fondamentaux pour qu'on puisse effectivement mettre en valeur des réformes qui permettent aux concitoyens, à nous, de vivre heureux.
aujourd'hui met en application son plan. On n'est peut-être pas d'accord. La douleur que vous avez vécue, vous et moi, en 2016, 2017, 2018, ce n'est pas cette même douleur qu'on est en train de vivre aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on parlait de gouvernement maquette. Nous étions les premiers à parler de gouvernement maquette dans ce pays. Il n'y avait pas cet organe de presse-là qui ne trouvait pas que, bon voilà, tout le temps, on ne fait que nous présenter de la maquette. Mais depuis qu'on est en train de transformer les maquettes en réalisation, est-ce que nous sommes aujourd'hui assez courageux pour dire « Ah, c'est vrai !» Nous n'avions peut-être pas pu le comprendre sur sa démarche. Parce que c'était toute une méthode qu'il mettait en place. Il dit « On ne peut pas construire sans avoir un plan structuré. On ne peut pas construire au-delà du plan sans avoir les moyens. » Si vous connaissez aujourd'hui dans notre pays, depuis 2016, des éléphants blancs par exemple, vous pouvez m'en parler. En fait, les vraies questions se retrouvent là. Si on veut faire un débat politique, on va faire un débat politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais quand le journal dit « Trump renvoie 102 citoyens de talon vers le Bénin », je pense qu'ils ont entièrement raison. Et moi, je les félicite pour ce titre-là qui a été trouvé parce que c'est un titre extraordinaire. Omar, réaction? Bon, peut-être que Hector va nous faire un cours magistral, peut-être de plusieurs heures, pour mieux nous expliquer des citoyens de talon. Enfin, pour moi, talon n'est pas un État. Talon, c'est un citoyen comme vous, comme lui, comme moi. Mais qu'est-ce que vous dites de l'expression père de la nation? Parce que c'est une expression légale. Je n'ai pas encore fini de parler. Je finis de parler et vous allez parler. On va passer à un autre sujet quand vous allez finir de parler. Ce que je veux dire, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que si on dit 102 citoyens béninois renvoyés chez eux, cela ne va pas interpeller le président Patrice Talon? Vous pensez que ça ne va pas l'interpeller que de dire 100 citoyens de Talon? Enfin, il y a un souci. Il y a un souci. Interpeller. Vous savez, moi, mon combat aujourd'hui, c'est l'image qu'on a de nous, journalistes. Vous comprenez? Faisons le travail dans les règles de l'art. Si nous faisons le travail dans les règles de l'art, les gens nous respecteront mieux. En interpellant comme ça le président, je n'arrive pas à comprendre citoyen de Monsieur Agua. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on est en train de faire du journalisme ici, hein. On est en train de faire du journalisme. Bon, on ne va pas tirer. Non, je pense qu'on est dans un débat qui est de l'ordre de comment on appelle, d'aimer ou pas les couleurs, par exemple. Mais c'est un peu compliqué. Ce n'est même pas ça. C'est toujours un peu relatif. C'est relatif. Chacun a son avis par rapport à ça. Moi, je dis et je répète, il n'y a pas de citoyen. Mais moi, je comprends le titre quand même. Moi, le titre ne me pose aucun problème. Ça ne pose pas de problème, parce que c'est une question de positivité. Non, ça me pose problème. Ça me pose un gros problème. Mais je comprends. On ne peut pas interpeller quelqu'un comme ça. L'objectif, en fait, c'est quoi là maintenant? C'est mettre l'accent sur le fait que c'est des gens, c'est comme si on veut dire que c'est le président de la République. Je comprends ce que vous dites, qui est responsable, voilà. Mais écoutez, on peut l'interpréter comme ça. On peut l'interpréter comme ça. Il n'est aucunement responsable. Que vous dites, par exemple, des fils de M. Hector Zogo renvoyés chez eux, ça se comprend. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Des enfants de telle personne, on sait que ce sont ces enfants qui sont débrouillés pour aller là-bas. Écoutez. À aucun moment, le chef de l'État n'a dit à quelqu'un, écoutez, au Bénin, maintenant on ne peut plus, le mieux est de partir à l'extérieur. S'il le disait comme ça, on va dire, ok, c'est lui-même qui envoie les gens, maintenant on les a. Voilà. C'est comme si c'était lui qui était responsable de leur... Il faut éviter. C'est comme ça il l'interprète. Tous ces titres-là qui peuvent être ambigus, qui peuvent prêter à confusion, à mettre... Mais le directeur de publication nous dira que lui n'a pas eu l'idée que vous avez. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, même quand il parle d'ambiguïté. C'est lui qui crée l'ambiguïté en réalité. Non. Parce que on ne va pas transformer le plateau en un amphi de journalisme. Donc on va continuer le débat. Du moment où on se retrouve quand même face à une loi fondamentale, puisqu'il dit ce qu'il dit, si on a pu retrouver 102 citoyens, concitoyens sur le territoire américain, c'est forcément parce qu'ils portent un rêve. Le rêve de réaliser quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'ont pas pu avoir sur leur territoire. Mais le titre nous renvoie à une lecture. Alors, il y a eu des trucages de matériel, de mesures, d'ignames du côté du marché d'Antokpa. On va saluer quand même ce travail que l'ANM est en train de faire. Mais ce n'est pas que, parce que également dans les stations, moi mon véhicule, je ne mets que de l'essence de station dans mon véhicule ne prend pas de paillot.
Mais voilà, dans les stations également, il y a des stations qui grugent les citoyens, les pauvres citoyens. Et avant d'avoir de l'argent aujourd'hui, regardez comment c'est compliqué. Et vous avez votre argent, vous allez garer votre véhicule dans une station. Eux, là, ils restent dans la nuit et ils truquent les choses. Vous demandez 10 litres, on vous vend peut-être 7 litres. Et le reste, là, c'est pour leur bénéfice. Voilà. Et au marché où le panier de la ménagère n'est pas ce que ça doit être encore, et la pauvre dame va au marché, et on truque encore, on truque. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Même les trucs qu'on appelle tongoro, les trucs là, il y a les faux plein sur les marchés. Hein. Bien sûr, il faut saluer ce travail quand même que l'actuel directeur de l'ANM est en train d'abattre avec toute l'équipe dans les départements. Oui, Hugues Zogo. Je ne les salue pas. Pourquoi? Je ne les salue pas parce qu'en réalité, ce à quoi on est confronté aujourd'hui, malheureusement, c'est de leur ressort. Oui. Mais ils ont le mérite non, ce n'est pas... de sortir et de pouvoir pour moi, dévoiler ces trucages. Pour moi, ce n'est pas une question de mérite. C'est quoi? C'est au jour le jour que les contrôles inopinés doivent pouvoir se faire. C'est pas Regardez possible. Écoutez. C'est pas possible. C'est bien possible. C'est pas possible. Il se retrouve au niveau d'une agence qu'on appelle Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité. Ça fait plusieurs c'est-à-dire... Plusieurs domaines, plusieurs entités. On ne va pas se lever juste une fois par trimestre, contrôler 3 ou 4 stations, sortir un bilan dans la presse et dire qu'il y a eu prouesse. Je suis désolé. Non seulement ils perçoivent leur salaire en tant que cadre de la République, mais ils ont plusieurs frais de mission qui leur donnent la possibilité de faire le contrôle au jour le jour. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ben, ça n'a pas encore, moi, je n'ai pas encore l'impact. De la date où ils ont commencé ce contrôle-là aujourd'hui, combien de stations peut-ils parcourir, ne serait-ce que dans Cotonou? Beaucoup. Et quand moi je vais dans les stations, oui. D'ailleurs, je suis tombé sur une station qui est à l'entrée de la Kassato, où ils étaient en train de faire le contrôle. J'ai sorti ma caméra. Et j'avais filmé, j'ai fait un reportage là-dessus spontanément. Je vous explique. Je vous trouve quand même un peu dur je vais finir. Avec l'ANM ce matin. C'est pas normal. Vous étiez dur tout à l'heure avec le journal Le Potentiel. Allez dans les stations. Si l'ANM fait le contrôle, il y a une étiquette qu'ils mettent sur les trucs là, les pompes. C'est ça, non, c'est pompes, je vais dire non. Quand moi je vais dans une station, je demande où se trouve votre étiquette. Parce que parfois, ce n'est pas visible. Soit on te dit de garer comme ça et l'étiquette est de l'autre côté. Je dis, l'ANM n'a pas fait de contrôle, vous n'avez pas d'étiquette. Ils disent oui. Quand ils disent oui, je prends. S'ils disent non, je quitte la station. Je pense que c'est cette information-là maintenant qu'il faut apporter. Je quitte la station. Je pense que c'est cette information-là qu'il faut juste apporter. À cette date aujourd'hui, il n'y a presque pas de stations sur lesquelles on ne peut pas voir l'étiquette là. Vous savez, presque toutes les stations. Moi aujourd'hui, je pense, permettez-moi de le dire comme ça. Il veut dire un mot, puisqu'on a démarré, il n'a rien dit depuis. Non, mais de manière très, très honnête, si on veut vraiment être très honnête, on doit pouvoir saluer ce travail-là qui est fait, sincèrement. On doit pouvoir travailler, enfin, c'est à saluer. Ils sont même allés jusqu'à saisir ces matériels-là que les gens utilisent pour faire ces mesures-là. Mais c'est leur devoir. Oui, mais c'est leur devoir. Oui, mais il faut faire leur devoir. Il y a des gens qui connaissent leur devoir et qui ne le font pas. Voilà. Et quand quelqu'un fait son devoir, il faut l'encourager à aller de l'avant. Même vos enfants, quand ils travaillent en classe, vous les encouragez. Même quand ils ne travaillent pas, vous les encouragez. Le minimum, c'est de pouvoir lui dire, mon cher ami, tu as bien fait ton devoir, bravo à toi. Très bien. Moi, je dis, est-ce que vous avez le sentiment? L'ANM a bien fait son devoir. Bravo. Et je le dis et je vous soutiens. Et ça, il faut absolument le faire. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas non plus d'accord avec vous. Je vais vous d'accord avec vous. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime le factuel. D'accord? J'aime le factuel.
Je vous donne l'exemple Vous du savez général. est-ce que vous connaissez leur problème? Je vous donne Quand l'exemple. vous demandez qu'ils fassent des contrôles tous les jours et les travaux qu'ils ont à faire dans les bureaux. Écoutez, Vous direz faire ça à leur place. Ils sont également, Hector, ils sont à la date également chargés, d'aujourd'hui- par exemple, de faire de la métrologie. Et la métrologie, ce n'est pas seulement aller sur les marchés. Non, c'est par exemple prendre les appareils qui ont rapport avec l'électricité, les appareils électroniques, voir effectivement les ampérages, la tension. Est-ce que tout cela est réel? C'est dans des labos que ça se fait. Est-ce qu'ils Ça, ont les c'est fait qu'il faut? le contrôle de qualité. En matière de contrôle de qualité, il faut aller dans des laboratoires où il faut prendre peut-être des composés chimiques, vérifier la teneur de ces éléments-là. Il y a des gens qui fabriquent des il faut- gaz, vous savez ça, des gaz, comment on appelle ça? Eux-mêmes, là, ils mettent Voilà. les gaz dans les Vous bouteilles, voyez, dans des donc- conditions terribles. Donc, Voulez-vous- c'est un travail que nous devons saluer. C'est des fonctionnaires On va qui se le battent. laisser. Oui, On va bon, le- d'accord, parce qu'on on va le laisser on l'a défendre assez- son assez point de vue. chargé. Mais il faut quand même qu'on essaie quand même de l'éclairer Oui, sur ce oui, point-là. oui, C'est mais un maintenant, gros, il n'a c'est qu'à un gros parler. boulot. Je C'est un vais, gros boulot qui est je vais partir du général Mathieu Kérékou, qui a fait une extraordinaire déclaration pour dire qu'on n'a pas besoin de remercier un chef d'État. Parce que le chef d'État, il a été élu pour travailler pour son peuple. Quand j'ai des cadres qui se retrouvent dans l'administration, qui sont payés par le contribuable béninois, C'est une façon de qui ont une mission. Le général général le dit ça, dit c'est comme Mais ça. laissez-moi c'est aller la au bout de- modestie. Voilà. Hein, C'est c'est la l'humilité- modestie, l'humilité c'est qu'on l'humilité connaît de l'homme de- qui l'amène à je dire vous ai ça. suivi. Maintenant, on vous laisse continuer. Je vous ai suivi. Et par conséquent, quand ils sont payés par le contribuable, avec l'argent du contribuable, et qu'ils ne font pas convenablement le travail, et que c'est de façon éparse, une fois par trimestre ou une fois par semestre, que le contrôle se fait, et qu'on utilise la presse pour démontrer qu'on a fermé telle station, par exemple, ou qu'on a remarqué telle anomalie au niveau de telle autre station, pour moi, je me dis, ça ne m'émeut pas. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne fait pas comprendre bien souvent, c'est que quand les cadres, les directeurs généraux, peut-être quand ils ont changé une ancienne équipe qui était en place, ils veulent tout le temps démontrer que voilà, les nouveaux qui sont là, par exemple, savent mieux faire le travail. C'est ce qu'on vit au niveau de notre administration. On ne va pas légaliser le fait que quand un directeur général envoie ses services techniques sur un terrain pour faire ce pourquoi ils sont payés, qu'on doit pouvoir les féliciter. D'accord, il faut qu'on place un mot. Moi, ce qui me tient tient aujourd'hui à cœur, S'il vous plaît, ce qui Hector. me tient aujourd'hui à cœur, D'accord. simplement, c'est que le cadre puisse travailler de façon loyale. Il est payé pour ça, il ne fait rien d'extraordinaire. Mais sur ce plateau, j'ai remercié le président Patrice Talon sur un certain nombre de choses qu'il a eu à réaliser. La question que vous m'avez posée, vous rappelez de cette question-là? Non. Vous m'aviez demandé si je suis le porte-parole du gouvernement. Donc je suis censé aussi vous poser la question, si entre-temps c'était moi qui devrais poser la question sur le plateau, de savoir si vous êtes le chargé de communication de l'ANM. Oui. D'accord. C'est bon, ça permet déjà. Non, mais écoutez, ce que moi je veux dire, ressentons vraiment le débat sur l'ANM. Et si nous ressentons le débat sur l'ANM, le seul point sur lequel je peux être, c'est-à-dire d'accord. Laissons même l'ANN, allons maintenant vers ce comportement que les Oui, ça c'est des commentaires véreux. Non, c'est juste pour évacuer les prestations. C'est juste pour évacuer. Parce que là, il n'a même pas abordé cette question. Voilà. Il attaque directement Voilà. la structure. En un mot, au lieu d'attaquer les gens qui vous grugent. Voilà. Puisque Finalement, vous lui donnez encore la puisque- parole. non, À quel non, moment mais je vais puisque pas la c'est parole? tellement- Allez-y. je suis Ce que je tellement veux dire, déçu. Un instant, pour évacuer complètement ce débat-là sur Il dit l'ANM. complètement. Oui. Tout comme si je n'allais pas prendre la parole après votre intervention. Non, c'est pour évacuer Pas ce le débat vide sur ici. l'ANM. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je comprends légèrement le fond de ce que Hector veut. Hein. Il veut que, c'est-à-dire, ce travail-là soit fait de manière régulière. Que les gens, quotidienne. non, quotidienne, moi je ne sais pas, mais de manière régulière. Régulière. Combien de fonctionnaires nous avons? Combien de moyens nous avons pour mettre des gens tous les jours sur les marchés? Il ne sait pas que quand ils sortent des bureaux, c'est des frais de mission. Voilà, ça va servir finalement à quoi? Moi, je dis que ça soit fait de manière régulière. Ça, je l'ai compris. Je l'ai très bien compris chez Hector. On veut que ce soit beaucoup plus régulier afin que, donc, c'est-à-dire les bonnes mesures nous Quel soient est le vendues budget alloué au pour les marché. missions? Voilà. Enfin, je ne sais pas. Les bonnes mesures nous soient vendues au marché, que les appareils que nous achetons soient de bonne qualité,
que comment on appelle tout ce que nous consommons soit donc bien contrôlé et que les teneurs des différents éléments qui doivent être donc dans ces produits-là soient vraiment bien mesurés. Voilà, c'est l'objectif que nous voulons. Maintenant, dire que le travail qui est fait, non, ça ne m'émeut pas, non, c'est pas si. Qu'est-ce que nous voulons finalement de ceux que nous avons mis devant? Qu'est-ce que nous voulons d'eux? Qu'ils deviennent des surhommes, des super-hommes? Non. Quand ils font le boulot, reconnaissons qu'ils ont fait le boulot. Et quand ils ont fini quand on a fini de reconnaître ça, cherchons un autre secteur sur lequel peut-être il n'y a pas encore autre chose pour dire on aimerait que ce soit fait dans d'autres secteurs, élargir un peu plus le spectre de comment on appelle d'action de ces agences-là. Mais dire tout de suite de go que non, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Non, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait même quelque chose de très bon. Quand on sait tout ce qui se passe avec ces commerçants, pour revenir à ce que vous voulez, ces commerçants véreux là, qui sont là, qui tous les jours réfléchissent dans tous les domaines. Même ceux qui vendent l'essence au bord de la voie, là aussi, ils ont des bouteilles truquées. Ils ont des bouteilles truquées. Je vais vous raconter. Leur objectif, c'est l'appât du gain. Moi, je vais acheter des fruits chez une dame, des fruits, parce que j'avais envie d'une salade de fruits, ça fait un bon moment. Donc j'ai dit à madame, on va faire une salade de fruits. Donc on achète salade de fruits que vous prenez une fois là, alors que vous prenez ça tous les jours. Donc est-ce que vous reconnaissez que c'est pas dans la culture africaine? Moi, je suis un vrai enfant d'Afrique. On m'a élevé à la pâte, à la cassa. Et puis bon, dans le pays où j'ai grandi, avec de l'acheke, de gros boules d'acheke, voilà. Donc à part ça, donc si je prends de temps en temps une salade de fruits, comprenez que c'est pour moi de la même manière que mon akassa est exotique pour l'occidental là-bas. C'est la même manière que je vous comprends que c'est quand vous regardez les films et vous voyez les blancs manger salade de fruits que ça vous plaît. Donc je vais payer un ensemble de fruits. Je vois la dame et elle a étalé devant rien que ces meilleurs produits là, ces meilleurs fruits sont devant. Et donc moi je dis donne-moi ça. Donc, à chaque fois, moi, je touchais, c'était bien. Tout ce qu'elle devant était parfait. Donc, j'avais complètement confiance. Donc, moi, je lui ai dit, c'est moi. Le temps que moi, je me retournais, tout ce qu'elle m'a dit, c'est des fruits, mais vraiment, déjà, des mangues complètement. Voilà, tout est devenu mou. Vous voyez? Et tu prends la banane, tu te dis, mais c'est pas la peine. Qu'est-ce que la dame m'a vendu? Et pour moi, c'est dans la pénombre. C'est la maison. On était autour de 19h30. Et c'est à la maison que je me rends compte que cette dame-là, elle m'a vendu n'importe quoi et très cher en plus. Et comme moi, j'ai vu les premiers étaient très bien, moi, je me suis dit, non, ça, c'est bien. Voilà. Et beaucoup de personnes vont passer là comme ça et payer. Donc, ce contrôle-là, il faut le reconnaître, c'est quelque chose d'extrêmement bien. On mange n'importe quoi. Moi, je vais revenir, pour finir, je vais revenir sur un problème qui est vraiment crucial, que moi, je remarque tout le temps. C'est dans les poissonneries. Je ne parle pas forcément des supermarchés parce que la plupart des gens aujourd'hui qui ont peut-être le temps de nous écouter vont peut-être dans les poissonneries. Mais pour le bas peuple, les gens, c'est les petites poissonneries qui sont dans les quartiers où la chaîne du froid n'est pas du tout respectée. Je ne sais pas, on transporte de quelque part, sans prendre de mesures, de précautions. On ramène ça comment on appelle, dans le frigo. Dès qu'on branche peut-être le frigo autour de 16 h et déjà à 20 h on débranche et ça reste là. Le lendemain encore, ça reste comme ça dans le frigo. Et finalement, les gens achètent ces poissons-là avec tous les risques que cela comporte. Ah bon? Donc il y a des risques. Donc, avec tous ces risques-là, l'obligation... Risque d'intoxication. Voilà. Donc il y a des risques d'intoxication. L'obligation pour moi, je pense que ce n'est pas seulement de saisir le matériel désormais, mais c'est de punir. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut punir ces gens-là aussi. Il faut les punir, mais sévèrement. Une fois qu'on contrôle une première fois votre poissonnerie, par exemple, et qu'on a vu que vous ne contrôlez pas très bien, il y a des microbes qui peuvent causer des dangers aux enfants et enfin, à tout le monde. Une fois, deux fois, trois fois, on doit pouvoir punir, fermer complètement et le dire, plus jamais tu n'exerceras ce métier-là parce que tu ne sais pas le faire. Voilà, c'est ce à quoi on doit s'attendre. Donc, je finis en disant, bravo l'ANM, continuez sur cette lancée. Alors, je voudrais quand même rebondir pour vous donner un comparatif, puisque je parle toujours du factuel. Vous connaissez très bien la structure, la Loterie nationale du Bénin. Je ne parle pas de cette structure qu'il s'agit. Non, je dis, vous connaissez très bien la Loterie nationale du Bénin. Nous parlons de l'ANM. D'accord. La Loterie nationale du Bénin s'est donné les moyens de se retrouver pratiquement sur tout le territoire, à travers presque tous les quartiers aujourd'hui au Bénin. Pour faire quoi? Ce qu'on appelle le profit. Parce que la Loterie nationale du Bénin se retrouve dans les jeux. On dit le gain au gagnant, le bénéfice
à la nation. Vous aviez parlé tout à l'heure de poissonnerie. Et vous avez parlé des risques d'intoxication alimentaire. Il faut attendre donc peut-être que tout un quartier soit intoxiqué avant que l'ANM ne trouve qu'aujourd'hui qu'il faut travailler à décentraliser ces structures. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on se taise sur le fait que la structure n'est pas encore arrivée aujourd'hui à nous proposer des structures décentralisées. Moi, c'est ce que j'attends d'eux. Moi, je n'attends pas juste une sortie et que du jour au lendemain... On vous a dit que la structure n'est pas décentralisée. Une structure... La structure ils ont des chefs de département, mais ils ont des diétistes dans les départements. Parce que tout à l'heure, je vous trouve assez dur. Vous savez, nous sommes dans un Bénin où les moyens que nous avons sont ce que nous... Mais au-delà de... Non. Et puis, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part avant d'atteindre quelque part. Je ne suis pas d'accord. Vous-même, tout à l'heure, quand vous parlez, vous avez dit on est parti des maquettes et les maquettes étaient là. On pensait que ça n'allait jamais devenir réalité et finalement c'est devenu réalité. Vous savez, il y a des secteurs. Il faut partir de quelque part. Il y a des secteurs pour aboutir à quelque part. avec lesquels on ne peut pas s'amuser. Il y a quelques années, est-ce que vous entendiez parler même de cette structure alors qu'elle existait? Est-ce que vous savez que alors qu'elle existait, vous n'entendiez même pas parler de cette structure? Est-ce que vous mesurez un peu la peine que le citoyen que je suis vit dans son âme quand il achète peut-être de l'essence pour 20 000 francs? Qu'il doit peut-être parcourir une distance de 40 km et qu'il se rende compte que c'est après 25 km que l'essence là soit terminée. La faute est à qui? On comprend. La faute est à qui? Et vous voulez que je garde mon calme par rapport à ça? La faute est aussi aux citoyens. Parce qu'eux, ils ont mis en place un mécanisme pour vérifier. L'essence. Oui. Écoutez, je voudrais maintenant puisque c'est de leur ressort, il faut qu'ils communiquent. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Quand ils sont allés au marché dans ton part et les dames ont volé les yams. Pour vous dire vrai, ce matin, je ne comprends pas du tout. C'est comme si quelqu'un vient et qui vous dit que maintenant, là, on ne veut plus aucun voleur au Bénin. Et s'il y a un seul voleur, la police a mal fait son travail. Il faut accuser la police. Est-ce que je suis en droit de demander davantage? Même si on donne tous les moyens à l'ANM, les gens vont continuer par voler. Est-ce que moi, je suis en droit? Est-ce qu'en tant que citoyen, je suis en droit? On peut changer de sujet. Quand vous le voulez. Très bien. Alors oui, on va parler rapidement de ce procès Hugues Hector Zogo, on va parler de ce procès quand même qui est en train d'amener à des déballages que vous suivez avec beaucoup d'attention. Presque tous les quotidiens en ont parlé aujourd'hui. Quelle analyse vous faites de ce que vous avez entendu juste là, même si le procès n'est pas encore allé à son terme et qu'il va continuer aujourd'hui? Tenez en compte, sachez que le procès étant en cours, vous ne devez pas prendre des positions assez radicales, puisque le procès, l'affaire est encore devant la justice. Évidemment. Il n'y a même pas de position à faire. Ce qui aurait été mieux même, c'est qu'on n'en parle pas. Mais bon, comme la plupart des téléspectateurs, ils s'attendent à être éclairés sur ce sujet, moi, je dirais un seul mot. Le seul mot que j'ai à dire, c'est que... Est-ce que je vous ai donné la parole? Non, j'ai cru que vous avez donné la parole. J'avais dit Hugues Hector Zogo, mais bon. D'accord. Non, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. On le laisse continuer. On le laisse continuer puisqu'il a entendu. Bon, vous m'avez coupé un peu dans mon fil, où est-ce que j'en étais. Voilà, je voudrais dire tout simplement que faisons quand même très attention aux commentaires que nous allons faire. Ça ne sert à rien de commenter une affaire qui est devant la justice. Il n'y a pas plus habilité que les hommes de droit, que les hommes de justice pour donc trancher. Et ils sont déjà à l'œuvre. Laissons-les aller jusqu'au bout de leur travail. Et après, on pourra faire toutes sortes de commentaires comme nous voulons. Je ne sais pas si vous comprenez. Une fois que la personne est peut-être condamnée ou bien qu'elle est complètement acquittée, voilà, on pourra dire, ah, donc il y a eu ci, il y a eu ça, parce que tout simplement, le juge a dit que c'est comme ça. Nous n'ayant pas les moyens que le juge a, la méthode que le juge a, les outils que le juge a pour travailler, il nous est très compliqué d'appréhender les choses de manière juste, il faut le dire. Donc, tout ce que nous allons faire autour de ce procès-là serait tout simplement de la conjecture, serait tout simplement de donner des points de vue, nos états d'âme, alors qu'en matière de justice, l'état d'âme ne compte pas. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit si, voilà, on vous applique donc cette sanction. Donc, attendons complètement. Maintenant, si quelqu'un veut faire un commentaire, moi je dis, faites très attention aux commentaires que vous allez faire, parce que la justice, elle est là pour tout le monde. La justice n'est pas là que pour les politiques.
même le journaliste qui fait un commentaire qui n'a pas le droit de faire, la justice peut également l'interpeller. Ce n'est pas une question de peur, mais c'est une question de règles. Ce sont les règles de notre métier, ce sont les règles de la nation qu'il faut respecter également. Voilà le mot que moi j'ai à dire par rapport à ça. D'accord. Vous en tenez compte? Bien évidemment, il a entièrement raison. On se retrouve là en face de la responsabilité sociale du journaliste. Et notre code déontologique nous recommande quand même de prendre du recul par rapport à un certain nombre de faits de société. Le dossier se retrouve devant la justice, le procès est en cours. C'est vrai, comme la plupart des organes ont pu le dire, les déballages ont commencé. C'est sûr que si vous parcourez les lignes de nos organes de presse, vous n'aurez pas de commentaires autour. Vous allez juste voir les différentes déclarations, les dépositions qui ont été faites devant la Cour. Ce n'est que ça que vous aurez au niveau des organes. Alors, de façon sincère, je pense quand même que nous devons penser à notre pays. L'amour de notre patrie doit pouvoir être au-dessus de tout. Et donc, que ce soit les juges ou que ce soit les concitoyens qui se retrouvent aujourd'hui en face de la Cour, chacun doit pouvoir penser d'abord à l'intérêt du Bénin. On va suivre ce que nous présentera cette journée et on pourra, si le verdict est tombé, analyser et apprécier ce qui a pu se passer. D'hier à aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer. Effectivement. Ouais. Ici, Seti nous a envoyé un message pour dire que vous avez dit que Patrice Talon est le père de la nation et que c'est une expression qui n'est pas dans la Constitution et qu'aucun texte ne le dit ainsi. Bon, c'est un abus de langage et que vous avez violé la Constitution. Bon, c'est vrai que c'est un constitutionnaliste bontain. La loi constitutionnelle, en fait, la constitution de notre pays ne parle pas de père de la nation, mais en tant que constitutionnaliste, il est conscient du fait que l'expression est légale. On ne va peut-être pas faire le débat aujourd'hui. Proposez-nous alors sur le bon citoyen pourquoi pas un thème pour pouvoir aborder, éclairer la lanterne des Béninois à ce propos. Moi, personnellement, le débat autour du père de la nation, moi, j'ai trouvé ce débat-là toujours un peu bizarre. Le premier citoyen d'un pays, moi, je pense qu'il n'y a aucun mal à dire que c'est le père de la nation. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Les gens vont jusqu'à dire qu'on n'est pas une nation, non? Vous entendez dire ça, non? On ne doit pas qualifier de nation, État. Ouais. Non, je ne sais pas, il y a de ces, y a des polémiques. Il y a toujours des polémistes partout pour créer des débats qui n'ont pas de sens. Vous voyez un peu. Donc moi je pense que c'est. Alors on va aborder rapidement, je ne sais pas si on va l'aborder, oui, on va l'aborder rapidement et pour finir, oui, cette sortie de l'honorable Claudine Affaire-Présidentielle au ministre conseiller de la République. Vous l'avez suivi certainement sur nos écrans. Exactement. Il y a un travail exceptionnel qui se fait au niveau de Eden TV Bénin. Si mes souvenirs sont bons, ça fait donc la troisième personnalité qui, en tant que ministre conseiller, est en train donc de prendre la parole. Deuxième. Troisième. La première, c'est déjà Mme Claudine Prudentiaux. Nous avons vu également Jacques Ayadji. Madame Diaouga. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça fait trois personnalités qui ont accepté et partagé un peu le contenu de leur portefeuille et essayer de présenter ce qui se passe effectivement au niveau de leur secteur d'activité aux Béninois que nous sommes. Et donc je crois que c'était dimanche dernier que... Oui, tout à fait. Voilà, c'était dimanche dernier donc... que Mme Claudine Affaire-Présidentielle a été reçue sur le plateau de l'émission d'entretien du dimanche avec M. Donclam Abalo. Oui. Et on peut quand même... Moi, ce qui m'a le plus réjoui au cours de cet entretien, c'est le fait qu'elle soit revenue sur le centre hospitalier international de Calavi, le CHIC. Parce que quand on parle du CHIC, beaucoup pensent que ce n'est pas la bourse du citoyen ordinaire. Voyez-vous, beaucoup auraient souhaité, par exemple, qu'on injecte encore des milliards
dans le CNHU parler de rénovation au lieu de construire un autre centre qui a un caractère international. Et moi, j'ai été plus convaincu de la démarche parce que aujourd'hui, ce n'est pas que les Béninois qui vont pouvoir bénéficier des avantages de ce centre-là. Vous savez, de par le passé, et même jusque-là, pour certaines pathologies, on est obligé de déplacer le souffrant vers peut-être l'Europe ou peut-être vers le Maroc, ainsi de suite. Et puis, c'est des centres de santé qui sont réputés. Et dès que vous vous retrouverez dans ce type de maladie, tout de suite, la référence... On sait où vous référez. On sait où vous référez. Eh bien, voilà, pourquoi on ne pas aussi... Mais c'est ce que le CHIC sera, hein? Exactement. C'est ce qui est prévu. Oui, mais... Ce sera un hôpital de référence où même des gens de l'extérieur, un Marocain ou un Suisse, quand il va vouloir peut-être référer des gens, ils peuvent les amener ici. Exactement. Si possible. Donc, en fait, c'est ce volet-là, je vais dire, qui gêne un peu le Béninois. Parce qu'on se dit, si on doit se retrouver dans un centre de santé au même titre qu'un Marocain, au même titre qu'un Belge, au même titre qu'un Français, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, on se dit, est-ce que... Le coût. Mais en réalité, c'est de la même manière où nous, on se déplace du Bénin pour se rendre au Maroc, que des Marocains sur place se déplacent au niveau de ces centres de santé pour aller dans leurs hôpitaux. Donc, c'est pour dire que cette sortie est venue quand même régler une fois pour de bon cette question et démontrer l'importance d'avoir construit un centre d'un standing aussi élevé. Et moi, ce qui aussi aura retenu mon attention, c'est cette préoccupation particulière vers la fin, où elle parle de misogynie au sein de la classe politique. Elle n'a pas manqué de faire ressortir le fait qu'au niveau de son parti politique, c'est des réalités qui se vivent. Mais elle a lancé un message à l'endroit des femmes, les femmes politiques. Ce n'est pas parce que vous êtes, par exemple, une femme mariée que systématiquement vous ne pouvez pas vous retrouver en politique. La politique n'est pas ce foutou où l'éthique n'est pas présente, où on pense que, bon voilà, ce sont des femmes, je ne sais pas quelle expression utiliser, parce que ça dénigre des femmes peu vertueuses qui s'y retrouvent parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et mieux, elle a souligné pour dire que c'est son mari qui est son mentor. Donc, son mari est là, et donc ça interpelle la conscience des hommes aussi. Si vous avez votre femme qui veut faire le parcours politique, même si vous n'êtes pas politique, vous pouvez l'accompagner. Vous pouvez lui prodiguer des conseils. Et pour finir son entretien, si j'ai bien suivi, et rester fidèle à ce qui a été dit, c'est qu'elle est revenue sur la question de 2026. Parce que le journaliste voulait quand même comprendre que, bon voilà, on se retrouve là, à quelques mois, tout le monde veut connaître les présidentiables. Au niveau du parti Renaissance nationale, qu'est-ce qui se définit? Est-ce que les tractations ont commencé sur le terrain? Elle dit non. Elle est de la mouvance présidentielle. Et le leader de la mouvance présidentielle, c'est le chef de l'État. Donc, le chef de l'État n'a pas encore donné le top. Elle attend donc que les partis politiques soient invités par le chef de l'État et que l'orientation à suivre soit donnée avant que les gens ne se mettent sur le terrain pour commencer par travailler. Donc, elle a dit aussi que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Donc, quand un ministre conseiller fait une intervention officielle et dit que ça ne va pas tarder, ça veut dire que nous qui sommes assoiffés de l'actualité et voulons comprendre un peu comment est-ce que les cartes vont se jouer pour 2026, je pense que d'ici février-mars aussi, on aura de la matière. Très bien. Oumar Anjou, on sait que quand même, il y a quelques années, pour par exemple faire l'IRM, il faut se rendre au Togo, il faut aller ailleurs. Aujourd'hui, des pas ont été faits dans ce domaine. Le ministre conseiller Claudine Afiaï-Prudencio a évoqué également ces cas. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir quand même que des Béninois peuvent donc se faire soigner quand même sur certains aspects qui n'étaient pas disponible au Bénin? Écoutez, je suis à la fois fier et rassuré parce que nous sommes tous des potentiels malades. Vous êtes d'accord? On peut être, voilà, fier. On est même des malades qui s'ignorent. Voilà.
Justement, et lorsqu'on va s'en rendre compte, il faut des mesures tout de suite pour pouvoir donc juguler donc le mal. Donc finalement, on est à la fois fiers et rassurés, fiers que nos gouvernants arrivent à poser de tels actes, arrivent à mettre ces moyens-là, malgré, je le dis tout le temps, malgré les maigres moyens du Bénin, c'est comment on appelle là, comment on appelle, ces appareils à la pointe de la technologie arrivent à les mettre également à la disposition du citoyen béninois. C'est formidable. Et moi, ce qui m'a le plus surpris quand j'écoutais Mme Prudencio, c'est que au départ, beaucoup, vous voyez, les critiques, ça fuse un peu de partout. Est-ce qu'elle maîtrise le domaine? Et on a vu finalement que c'est une dame qui maîtrise complètement le secteur dans lequel on l'a nommé. Et finalement, moi, le mérite revient encore au chef de l'État. Oui, forcément, parce que c'est lui aujourd'hui qui a la capacité également de connaître qui mettre à la place qu'il faut. Voilà. Et ça aussi, il faut le lui reconnaître. Et Mme Prudencio, moi personnellement, comme d'habitude, vous allez dire, je veux l'encenser. Non, ce n'est pas du tout ça. Je vais vous dire même une chose, je ne la connais pas. Je l'ai rencontrée une seule fois, en 2008, je crois. En 2008 ou 2009, à Alada. Et la manière dont elle nous avait accueillis, nous, journalistes, en ce moment, moi, j'étais journaliste de LC2, mais ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et je me suis dit, non, mais si le journaliste a cette valeur-là, pourquoi ne pas vraiment s'investir réellement et faire de ma passion vraiment mon elle connaît la valeur du journaliste. Voilà, elle connaît la valeur des gens. Ça ne doit pas vous étonner qu'elle mette en place ce groupe de presse. Voilà, ce groupe de presse où moi je viens tous les jours, je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais reçu d'ordre d'elle et je ne la connais pas, je vous le dis sincèrement, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais... Voilà, et malgré ça, à chaque fois qu'elle intervient, je ne sais pas, elle m'émerveille simplement. Je la trouve tout simplement bien posée, tranquille, et elle dit ce qu'elle a dit. Et ça fait plaisir. Même quand vous partez sur sa page Facebook de manière régulière, elle intervient, elle dit certaines choses. Et quand tu lis, sincèrement, ça a du sens, ça a de la profondeur. Et tu sais que, bon, il y a du potentiel dans cette dame-là. Et je pense que le président de la République également est en train de le constater. Et puis, quand vous observez vraiment l'arène politique aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'une des personnalités qui compte le plus. Dans l'arène politique, chef de parti, femme, c'est la seule qui reste. Vous voyez, c'est comme la politique, c'est un monde où on se dit, est-ce que les femmes sont vraiment intelligentes, quoi. Et parce que c'est rien que des hommes. Et finalement, on voit une dame qui vient et qui arrive quand même à tenir parmi ces hommes-là. Moi, je pense qu'il faut la féliciter. Donc, pour sa sortie, moi, je pense qu'elle connaît son domaine. Elle sait ce pourquoi on l'a nommée là. Elle connaît très bien le secteur. Donc, et je pense qu'elle fera également du bon boulot pour aider donc le chef d'État dans sa tâche donc d'améliorer le quotidien des populations, surtout dans le secteur sanitaire, je dis. Donc, moi, elle m'a rassuré personnellement. Merci beaucoup. Je ne vais pas aborder donc le dernier aspect que vous avez souligné, notamment concernant ce pavé jeté dans la mare par Christian Lainé en ce qui concerne ce recours, je vais dire recours, ou du moins le fait que la Cour doit se prononcer. Je ne voudrais pas qu'on aborde ce sujet, donc attendons de voir. Il serait bien même qu'on ne l'aborde pas parce qu'il a déjà dit que la Cour se prononce. Attendons que la Cour se prononce. Iguel Tozogo, merci. C'est moi qui vous remercie. Oumar Dianjou, tout le plaisir. Merci beaucoup.